Avez-vous déjà été si désespéré que vous ayez contacté votre seul membre de famille, pour ne recevoir que le silence en retour? Avez-vous déjà vous senti sans importance, peu importe vos efforts? Je croyais autrefois que la famille était un endroit où retourner, jusqu'au jour où j'ai failli saigner à mort pendant que mes parents levaient leur verre pour célébrer leur enfant chéri. Bonjour, je suis Jasper. J'ai 30 ans, je suis charpentier spécialisé dans le travail du bois artisanal. Il y a 2 ans jour pour jour, une tragédie m'a frappé. Ce moment m'a fait prendre conscience de ma place dans ma famille. Ce jour-là, comme les autres, je travaillais dans mon petit atelier de bois à Bitterroot, Montana, un endroit que j'appelais ma maison depuis de nombreuses années. L'atelier était en pleine forêt dense, à environ 11 km de la maison de mes parents, assez près pour les appeler si besoin, mais assez loin pour que si quelque chose arrivait, je n'avais d'autre choix que de compter sur moi-même. Le ronronnement rythmique de la scie résonnait dans l'atelier, se mêlant au doux bruit de Rusty, mon vieux chien, se prélassant au soleil sur le porche. J'avais toujours aimé ce travail, la façon dont un morceau de bois brut et informe pouvait se transformer en quelque chose de complet sous mes mains. Ce n'était pas seulement un travail, c'était ma passion, ma vie. Mais en un instant, tout a changé. La scie a glissé. Le sang a jailli comme une fontaine, teignant le plancher en bois d'un rouge profond. J'ai crié, mon corps chancelant. Ma main gauche est devenue engourdie, le rouge vif suintait entre mes doigts. Il n'y avait personne ici, juste moi et le vieux Rusty. Sans réfléchir, j'ai déchiré ma chemise en flanelle, arrachant un morceau avec mes dents et l'enveloppant fermement autour de la blessure. Le tissu est devenu rouge instantanément. Je l'ai serré davantage, la douleur montant le long de mon bras, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais arrêter le saignement. Je devais rester conscient. L'atelier avait toujours été mon havre, mais maintenant il ressemblait à un piège, m'enfermant dans le danger. Il n'y avait personne ici sauf moi et Rusty. Mes mains tremblaient alors que je cherchais mon téléphone dans ma poche, mes doigts ensanglantés glissant alors que je composais le numéro de mes parents. Le téléphone a sonné. J'ai serré les dents, me mordant la lèvre pour éviter de crier de douleur. « Maman, s'il te plaît, viens maintenant. J'ai eu un accident. » La scie a glissé et m'a profondément coupé la main gauche. Il y a tellement de sang. Ma voix s'est brisée, rauque et désespérée. Dès qu'elle a décroché, au moment où je lui ai dit ce qui s'était passé, elle a répondu sur un ton léger, presque indifférent, aucune urgence, aucune inquiétude. Ne t'inquiète pas, Jasper, attends un peu. Puis le son sec et creux de la fin de l'appel. J'ai fermé les yeux, me disant qu'il viendrait, qu'il m'aiderait à arrêter le saignement, ou au moins à me conduire à l'hôpital. Mais quelque part au fond de mon esprit, la partie que j'essayais toujours d'ignorer, une autre peur criait plus fort, non pas la peur de la blessure, mais la peur de quelque chose de plus douloureux encore, et si jamais il ne venait pas? J'ai serré les dents, m'appuyant contre le mur alors qu'une douleur lancinante traversait mon bras. 15 minutes s'étaient écoulées. Mon atelier n'était qu'à 11 km de chez eux, moins de 10 minutes en voiture. Ma vision s'est brouillée, et ma tête a tourné à cause de la perte de sang. Avec des doigts tremblants, j'ai recomposé le numéro de ma mère, mais personne n'a répondu. Puis, soudainement, mon téléphone a sonné. Liam? J'ai rapidement décroché, pensant que mon frère avait entendu ce qui s'était passé et pouvait m'aider. Mais au moment où j'ai porté le téléphone à mon oreille, sa voix pâteuse et étirée m'a frappé, lourde des signes révélateurs de l'ivresse. Et, Will, ce contrat, mec, il est incroyable. J'ai froncé les sourcils, le souffle irrégulier. Le silence de Liam, puis un rire nonchalant, oh, salut Jasper. Je voulais appeler Will, ah. Je crois que j'ai composé le mauvais numéro. J'ai rétréci les yeux. Mauvais numéro? Qu'est-ce que tu fais? Liam a ri de nouveau, sa voix remplie de l'exaltation de quelqu'un qui a trop bu. Mec, cette fête est incroyable. Tout le monde me fête. Tu sais ce que maman et papa ont dit? Ils n'ont jamais été aussi fiers de moi qu'en ce moment. Même l'oncle Rick a sorti le bon champagne, ah. À travers le téléphone, j'ai entendu la voix de ma mère, Liam, lève ton verre. Je veux une photo de toi avec l'oncle Rick. Puis le rire tonitruant de mon père, notre garçon a enfin réussi, une vraie star. Je suis resté là, le corps glacé, mais rien n'était plus froid que leur façon de me traiter. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils étaient trop occupés à célébrer Liam. J'étais sur le point de m'évanouir à cause de la perte de sang, mais pour eux, cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait aujourd'hui,
c'était la signature du contrat de Liam à un moment digne d'un toast, d'une fête, de cris et de rires. Et moi? Ce n'était qu'un appel téléphonique qu'il pouvait mettre en attente. Que je vive ou que je meure ne leur importait pas du tout. Quelques minutes plus tard, ma vision s'est encore plus brouillée, et ma respiration est devenue plus lourde. Je sentais mon cœur ralentir. Ma tête bourdonnait, non seulement à cause de la perte de sang, mais à cause d'une vérité brutale qui venait de me frapper comme un marteau. Et puis les souvenirs ont afflué comme une inondation, abattant les murs que j'avais passé des années à construire. Liam a toujours été au centre de tout, l'enfant chéri de la famille. Il était 3 ans plus jeune que moi, vif, charismatique, naturellement charmant. Tout ce que je n'étais pas. Liam prospérait sous les feux de la rampe tandis que je travaillais de mes mains, façonnant le bois dans une solitude silencieuse. À l'école, il était la star de l'équipe de football, l'enfant que les professeurs admiraient et vers lequel les amis gravitaient. Je me souviens du jour où il a gagné son premier trophée de football au lycée. Mes parents l'avaient accroché au centre du salon, où tous ceux qui entraient le verraient. Lorsque des invités venaient, mon père restait toujours en dessous, rayonnant de fierté tandis qu'il tapait Liam sur l'épaule. C'est mon garçon, le meilleur joueur de l'équipe. J'avais autrefois tenu ce trophée dans mes mains, faisant passer mes doigts sur sa surface métallique polie. Il était lourd, comme quelque chose qui ne m'appartenait pas. Pendant un instant, j'avais souhaité, une seule fois, que mon père pose sa main sur mon épaule comme ça, qu'il me dise qu'il était fier de moi aussi. Mais avant que je puisse retenir cette pensée, ma mère m'a arraché le trophée des mains. Ne touche pas ça. C'est à Liam. Fais attention, tu pourrais le faire tomber. Elle a parlé comme si mon seul contact pouvait briser les rêves de Liam. Je n'ai jamais eu de trophée brillant comme Liam. Je n'ai jamais eu d'applaudissements de mes parents. Et même maintenant, alors que j'étais assis ici à saigner, hésitant entre la conscience et l'oubli, ils ont toujours choisi Liam. Une grande célébration pour mon frère, toast, acclamation, tintement de verre. Tout cela se passe à 11 kilomètres. 11 kilomètres rien quand il voulait venir, mais trop loin pour qu'il se soucie de moi. Les aboiements frénétiques de Rusty m'ont tiré de la brume. Sa voix a retenti comme une alarme, urgente, désespérée, comme s'il savait que je glissais au-delà du seuil de la vie et de la mort. Puis la porte de l'atelier s'est ouverte en grand. Une voix familière a crié, mais ce n'était ni celle de mon père ni celle de ma mère. Jasper. Oh mon Dieu, que t'est-il arrivé? June, ma voisine de quelques maisons plus loin, est entrée comme un ouragan. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, voyant la surprise se creuser dans les siens alors qu'elle me voyait affalé contre le mur, mon bras enveloppé d'un tissu imbibé de sang. J'ai essayé de sourire, mais tout ce qui est sorti était un souffle faible. Que fais-tu là, Rusty? A-t-elle dit rapidement, s'accroupissant à côté de moi, la mâchoire serrée alors qu'elle inspectait mon bras. Il n'a pas arrêté d'aboyer pendant 20 minutes. J'ai pensé que quelqu'un s'était introduit dans ton atelier, alors je suis venu vérifier. Rusty grognait toujours, mais quand il m'a vu ouvrir les yeux, il a gémi et m'a léché doucement la main. J'ai senti sa chaleur, un petit réconfort familier contre la douleur lancinante. June a enveloppé un autre tissu fermement autour de ma blessure aussi serrée que j'ai dû serrer les dents pour ne pas crier. Tu as perdu trop de sang. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. J'ai hoché faiblement la tête. Elle m'a tiré sur mes pieds, stable et sûr, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle sauvait quelqu'un. Rusty s'est collé à mes jambes, son corps pressé contre moi comme s'il pouvait me protéger de tout ce qui allait suivre. L'atelier s'est estompé derrière nous alors que June ouvrait la portière du camion et m'aidait à monter sur le siège passager. Rusty a sauté à l'arrière, pressant son nez contre mon poignet, haletant d'inquiétude. J'ai fermé les yeux, me forçant à rester conscient alors que le camion filait sur le chemin de terre inégal. À l'hôpital, des lumières blanches vives m'ont fait plisser les yeux. Le médecin a parlé aux infirmières avant qu'elles ne commencent à recoudre ma blessure. J'ai senti chaque piqûre d'aiguille sur ma peau, mais ce n'était rien comparé à la douleur de la trahison. June était assise à côté de moi, le visage toujours tendu d'inquiétude. Lorsque le médecin est parti, elle s'est penchée et m'a demandé doucement, « Vas-tu bien? Veux-tu que j'appelle tes parents ?» J'ai laissé échapper un rire sec et creux. Non. Je les ai appelés lorsque l'accident s'est produit. Ils ne sont pas venus. Ils étaient trop occupés à organiser une fête pour Liam. June a scié, comme si elle avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. Tu as failli saigner à mort, et ils sont restés à la maison. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de le faire. La vérité parlait d'elle-même. Elle s'est penchée en arrière,
secouant la tête, son expression un mélange d'incrédulité et de fureur silencieuse. Elle n'a rien dit d'autre, mais je savais exactement ce qu'elle pensait. J'ai regardé June, ressentant un étrange mélange de gratitude et d'amertume. J'avais failli mourir, et la personne qui m'avait ramené du bord du gouffre n'était pas mes parents, c'était une voisine, une étrangère, liée à moi par rien d'autre que la proximité, qui se souciait plus que les personnes qui m'avaient mis au monde. Le lendemain, une fois ma blessure stabilisée, le médecin a tiré une chaise en face de moi. Sa voix était calme mais sérieuse. « Tu as eu de la chance, Jasper. La scie n'a pas touché une artère majeure, mais... » Il a hésité une seconde, choisissant soigneusement ses mots. « Le nerf a été endommagé. Tu ne pourras peut-être plus tenir un marteau. » J'ai levé les yeux, mon cœur défaillant. Ne plus pouvoir tenir un marteau. Ma voix est sortie rauque, presque méconnaissable. Il a hoché la tête. « Nous allons surveiller ça, mais il y a une chance que ta main ne retrouve pas toute sa dextérité. Il faudra du temps pour récupérer, si jamais cela est possible. » J'ai cessé d'entendre quoi que ce soit après cela ou le bourdonnement des machines dans la salle d'hôpital, les pas dans le couloir, et même la douce respiration de Rusty à mes pieds se sont estompés en arrière-plan. Ne plus pouvoir tenir un marteau. L'atelier était tout ce que j'avais, c'était ma vie, la seule chose que je faisais bien. Si je ne pouvais pas tenir un marteau, comment devais-je vivre? J'ai regardé ma main, enveloppée de bandages blancs immaculés, tremblante, inutile. Une partie de mon corps, une partie de ce que j'étais, m'avait été volée en un seul instant d'inattention. Mais la douleur physique n'était rien comparée au poids écrasant dans ma poitrine. Si je n'étais pas charpentier, qui étais-je? Soudain, mon téléphone a vibré. J'ai sursauté et suis revenu à la réalité. Mon autre main était encore assez stable pour le prendre. Mon père appelait. J'ai cligné des yeux, me stabilisant. Enfin, il appelait. Peut-être, juste peut-être, il me demanderait si j'allais bien, peut-être dirait-il qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai répondu, mon cœur s'accrochant au plus petit fil d'espoir. Mais lorsqu'il a parlé, sa voix n'avait aucune inquiétude, seulement le même ton froid et pragmatique que toujours. Jasper, ta mère et moi avons besoin d'argent supplémentaire pour aider Liam à voyager pour son tournoi. Je suis resté figé. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je n'ai pas répondu immédiatement, mon cerveau avait besoin d'un moment pour traiter les mots. Ils ont appelé, mais pas parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, pas pour vérifier si j'étais encore en vie. Ils ont appelé pour demander de l'argent pour Liam. Ma prise s'est resserrée autour du téléphone, mon souffle se bloquant dans ma gorge. De l'argent pour son tournoi. J'ai répété lentement, prudemment, parce que je ne pouvais pas contenir ma colère si je parlais trop vite. J'ai failli mourir. J'ai continué, la voix tremblante. Vous étiez juste là, mais vous n'êtes pas venu parce que vous étiez trop occupé à organiser une fête pour Liam. Vous pensez que je ne sais pas? De l'autre côté, mon père a soupiré, agacé, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ne sois pas dramatique, Jasper. Ce n'était qu'une coupure. J'ai fermé les yeux alors que l'engourdissement se répandait en moi. Une simple coupure. Ces mots ont résonné dans ma tête, fort et net. Je voulais lancer mon téléphone contre le mur, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, l'appel s'est terminé. Il avait raccroché avant que je puisse dire un autre mot, probablement frustré que je n'ai pas immédiatement accepté de lui envoyer l'argent. J'ai inspiré lentement, puis j'ai expiré sans hésitation. J'ai ouvert mon application bancaire, ma main blessée tremblant alors que j'appuyais sur chaque bouton. Je leur avais envoyé $1500 par mois pendant des années, croyant que c'était ma responsabilité en tant que fils, mais maintenant je comprenais. Ils m'ont laissé mourir, donc je n'avais plus besoin d'être le fils dévoué. J'ai fait défiler le virement automatique défini pour le premier de chaque mois, j'ai appuyé sur annuler, et j'ai confirmé. C'était fini, d'une simple pression. Mais en moi, cette fin était plus lourde que tout le reste. J'ai regardé ma main blessée. Peut-être que je ne serai plus jamais charpentier. Je devrais peut-être trouver un autre moyen de vivre. Quelques jours plus tard, j'ai été libéré de l'hôpital. Pendant tout mon séjour, June s'est occupée de moi. Je lui devais le reste de ma vie. Lorsque je suis retourné à l'atelier, j'ai passé mes journées étendues sur le canapé, mon bras bandé me faisant toujours mal à chaque mouvement. Rusty s'est blotti à côté de moi, levant parfois la tête pour me regarder, ses yeux bruns remplis d'une inquiétude silencieuse. 2 semaines plus tard,
ma main s'était considérablement améliorée. Assis dans l'atelier faiblement éclairé, entouré de copeaux éparpillés, j'ai regardé ma main blessée. Les bandages autrefois blancs étaient devenus légèrement jaunes, un rappel de cette profonde et fatidique coupure. Lentement, j'ai ramassé un ciseau, le saisissant fermement avec des doigts tremblants. La sensation était étrangère. Je me sentais comme un étranger dans mon atelier pour la première fois depuis des années. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Serrant les dents, j'ai pressé le ciseau contre le bois. La douleur a éclaté, mon bras protestant à chaque mouvement, mais je l'ai ignoré. La douleur physique n'était rien comparée à la piqûre de l'abandon. Chaque coup dans le bois était une déclaration, je n'ai pas besoin d'eux. J'ai sculpté un petit ours en bois, chaque coup plus lent, plus tremblant qu'avant, mais toujours plein de vie. Ma main était plus faible, mais mon cœur n'avait jamais été plus fort. Un soupir a brisé le silence. Tu es aussi têtu que jamais. J'ai vu June debout à la porte, les bras croisés, son expression un mélange d'exaspération et de quelque chose de plus doux, de la pitié. Peut-être que tu te forces un peu trop vite, a-t-elle réprimandé, faisant un pas en avant pour inspecter les figurines en bois que je venais de terminer. Elle en a ramassé une, la retournant dans ses mains. J'ai haussé les épaules. C'est mieux que de ne rien faire. Elle n'a pas discuté, mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose d'inattendu, la croyance. Le lendemain, elle a emmené mes sculptures au marché. $50 le premier jour. Lorsqu'elle est revenue et m'a mis une poignée de billets froissés dans la main, sa voix était excitée. Les gens les ont adorés. Quelqu'un a même demandé si tu en ferais d'autres. J'ai regardé l'argent en pas beaucoup, mais pour moi, c'était une preuve, la preuve que je pouvais me débrouiller seul, la preuve que je n'avais pas besoin de mes parents pour survivre. Rusty a sauté sur le canapé, pressant sa tête contre ma main comme s'il comprenait. J'ai caressé sa fourrure douce et j'ai murmuré, on va aller bien. Mes parents n'ont jamais rappelé, pas de SMS, pas de nouvelles. Mais je ne m'attendais plus à rien d'eux. Je me suis moi-même, j'avais Rusty, j'avais cet atelier, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je pensais qu'ils disparaîtraient et ne me chercheraient plus jamais. Je me suis trompé. Ils sont revenus le lendemain. Au moment où je me réveillais, un coup violent et incessant résonnait à la porte. Avant même que je puisse ouvrir l'atelier, Rusty s'est dressé, grognant du même son guttural profond qu'il avait émis la veille lorsque mes parents sont arrivés. Un mauvais pressentiment s'est installé dans mon ventre. J'ai ouvert la porte, et comme prévu, mes parents étaient là, portant les mêmes expressions renfrognées, sans aucune trace de remords. Tu ne peux pas simplement couper l'argent comme ça, a aboyé mon père, les yeux brillants de rage, comme si j'avais commis une offense impardonnable. On t'a élevé. À ces mots, mon poing droit s'est serré, et j'ai senti les bandages sur ma main gauche se resserrer, un rappel brutal de la façon dont il m'avait laissé seul dans mon moment le plus désespéré. Lentement, je me suis levé, mon bras blessé tremblait légèrement, mais je l'ai ignoré. Chaque mot que j'allais dire était une lame, affûtée et prête. Vous m'avez élevé juste pour m'abandonner alors que je saignais. Je mourais, et vous étiez à la maison à célébrer Liam. Vous avez ignoré mon appel à l'aide comme si ma vie ne signifiait rien. Le silence a rempli la pièce. Ma mère a baissé la tête, marmonnant une faible excuse. Liam avait plus besoin de nous. J'ai ri, un son froid et creux. Besoin de vous pourquoi? Pour montrer un vieux trophée de football? Pour continuer à échouer pendant que vous continuez à lui verser de l'argent, prétendant qu'il est toujours votre enfant chéri. Rien, pas d'argument, pas de défense, juste de l'évitement, les yeux se détournant comme si la vérité était trop lourde. Toute ma vie, ils avaient placé Liam sur un piédestal, mais lorsque j'ai posé une simple question au pourquoi, il n'avait pas de réponse. Je pouvais encore entendre la voix frénétique de ma mère de cet appel téléphonique, son excitation alors que Liam levait son verre pour célébrer tandis que je saignais seul. La vérité était claire. J'ai pointé vers la porte. Sortez. Ma voix était définitive, une phrase prononcée. Ils se sont figés, stupéfaits dans le silence, mais ils n'ont pas discuté, car ils savaient qu'ils avaient perdu quelque chose qu'ils avaient toujours tenu pour acquis, ma tolérance. Sans un autre mot, ils se sont retournés et sont partis. La porte s'est claquée derrière eux, mais leur silence a parlé plus fort que tout le reste. Liam serait toujours leur numéro 1, et moi? Je n'étais rien pour eux. Ils n'ont pas appelé et n'ont pas pris contact pendant des mois. Jusqu'à un matin, il y a exactement un an, je sculptais un cerf en bois lorsqu'un coup sec a résonné dans l'atelier.
Rusty a sauté du canapé, grognant. J'ai soupiré, posant le ciseau. Je savais déjà qui était à la porte. Je l'ai ouverte, et comme prévu, mes parents étaient là. Ils avaient l'air fatigués, mais cette fois, ils n'étaient pas désespérés, ils avaient un plan. Mon père a pris la parole en premier, la voix ferme. Jasper, tu dois vendre cet atelier. J'ai haussé un sourcil. Excusez-moi. Ma mère a hoché la tête avec empressement, se lançant dans une explication qu'elle avait répétée. Liam a une énorme opportunité. Il prévoit d'ouvrir une académie d'entraînement au football pour les jeunes talents. C'est un investissement en or. Si cela réussit, toute la famille en bénéficiera. J'ai croisé les bras, secouant la tête. Combien cette fois? Ma mère a avalé sa salive. L'investissement initial est de 300 000 $. Si nous entrons tôt, nous aurons une part importante dans l'entreprise de Liam une fois qu'elle sera lancée. Tu auras des millions sans lever le petit doigt. Je les ai regardés, incapable de savoir si je devais rire ou être furieux. Vous voulez que je vende mon atelier, quelque chose que j'ai passé des années à construire, pour miser sur le rêve de Liam? Mon père a hoché la tête, complètement sérieux. Oui. C'est une opportunité qui change la vie. Tu perds ton temps dans ce magasin délabré, mais si tu investis dans Liam, tu peux arrêter de travailler et profiter d'une vie confortable. J'ai laissé échapper un rire sec et amer. Non. Ma mère a froncé les sourcils. Jasper, tu es trop courvoyant. Si tu nous écoutes, ton avenir sera complètement différent. J'ai rencontré leur regard, mon expression glaciale. Vous voulez investir dans Liam? Très bien. Vendez votre maison, c'est votre propriété, vous avez le droit de décider. Mais cet atelier, c'est ma maison. Je ne vends pas. Le visage de mon père s'est assombri. Jasper, ne sois pas égoïste. La famille a besoin de toi. Tu ne peux pas tourner le dos à Liam maintenant. Avant que je puisse répondre, la porte à côté de la mienne s'est ouverte. June est sortie, les bras croisés, les yeux perçants. Elle avait tout entendu. Quel brillant plan d'investissement, a-t-elle dit, souriant froidement. Vous voulez que Jasper vende la seule chose qu'il a pour financer une entreprise dirigée par un type qui n'a jamais rien fait d'autre que de dilapider l'argent de la famille. Mon père a froncé les sourcils. Ce ne sont pas vos affaires. June a haussé les épaules. Je ne comptais pas intervenir, mais lorsque j'entends quelqu'un être manipulé pour renoncer à tout pour le rêve de quelqu'un d'autre, je ne peux pas rester silencieuse. Elle a fait un pas en avant, les faisant face de front. Pendant des années, qu'est-ce que Jasper a fait pour vous? Il a travaillé dur, il vous envoie de l'argent chaque mois. Pendant ce temps, Liam n'a rien fait d'autre que vivre de cet argent, et maintenant que Jasper a arrêté, au lieu de se débrouiller seul, vous revenez ramper, essayant de le vider encore plus, jusqu'à lui prendre tout son atelier? Le visage de ma mère a rougi. Ce n'est pas vrai. Nous voulons aider Liam. Aider ou permettre? June l'a interrompu, sa voix perçante. Qu'est-ce que Liam a fait pour mériter 300 000 $? Ou est-ce qu'il est toujours juste un enfant gâté qui s'attend à ce que ses parents le portent toute sa vie? Silence. Mon père n'a pas répondu. Ma mère a baissé les yeux, incapable de me regarder dans les yeux, car il savait que June avait raison. J'ai croisé les bras, ma voix calme mais inébranlable. Elle a raison. Je ne vends pas l'atelier, et je vous suggère de rentrer chez vous avant de perdre ça aussi. Une longue pause. Finalement, mon père a serré les poings et s'est détourné. Ma mère a hésité une seconde avant de suivre tranquillement. Pas un seul mot n'est sorti de leur bouche. Pour la première fois, ils ont compris, je ne reviendrai jamais en arrière. June les a regardés partir avant de se tourner vers moi, les yeux rivés. Mec, ne les laisse pas revenir une quatrième fois. J'ai souri. Ils n'auront pas la chance. Rusty a aboyé, comme s'il était d'accord. Après notre dernière rencontre, j'ai pensé qu'ils abandonneraient enfin le projet ridicule de Liam, mais je me suis trompé. Ils n'ont pas abandonné. Ne pouvaient-ils pas gagner de l'argent correctement? Alors empruntez-le. Ne pouvaient-ils pas me l'emprunter? Alors hypothéquez la maison. Je n'ai pas entendu ça de leur part, je l'ai entendu de June pendant que je rangeais l'atelier ce matin-là. Elle est entrée et a posé 2 tasses de café sur la table. Son expression était inhabituelle, un mélange de désapprobation et d'inquiétude. Jasper, il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai haussé un sourcil.
Qu'est-ce que c'est? Elle a soupiré, tapotant légèrement ses doigts sur la table comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Puis, finalement, elle l'a simplement dit directement, tes parents ont hypothéqué leur maison pour investir dans Liam. Je me suis figé. Quoi? Ils ont signé les papiers avec la banque il y a 3 semaines, a-t-elle continué, sa voix s'abaissant. Ils ont contracté un prêt de 300 000 $, le montant exact qu'ils vous ont demandé avant. Et le projet de Liam a échoué. J'ai laissé échapper un rire sec, secouant la tête. Bien sûr, il a échoué, il n'allait jamais réussir, et il n'avait jamais été prêt à voir la vérité. Je n'étais pas surpris. Ce qui m'intéressait davantage, c'était le prix qu'ils avaient dû payer. Je suppose que la banque prend la maison, ai-je demandé, ma voix plate. June a hoché la tête. Ils ont reçu un avis de saisie. Ils devront partir s'ils ne remboursent pas la dette dans les 2 semaines. J'ai hoché la tête, comme si c'était juste une autre nouvelle ordinaire. Elle m'a étudié attentivement. Jasper, vas-tu les aider? Une simple question, mais j'avais déjà pris ma décision il y a longtemps. J'ai rencontré son regard, ma voix calme mais ferme, non. Elle a haussé un sourcil. Peut-être s'attendait-elle à cette réponse, mais la finalité de mon ton l'a quand même surprise. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mon café. Je sais que cette réponse pourrait vous décevoir, car ce sont mes parents, ai-je dit, sans jamais rompre le contact visuel. June est restée silencieuse, à l'écoute. J'ai légèrement serré ma main gauche, ressentant toujours une douleur sourde malgré sa guérison. Mais au moment où ils m'ont laissé saigner. J'ai laissé ma phrase en suspens, plissant les yeux vers la fenêtre, me souvenant de ce jour où je tremblais, désespéré, les suppliant de venir pendant qu'ils levaient leur verre pour célébrer Liam. Puis j'ai regardé June, ma voix aussi légère que l'air mais aussi lourde que la pierre, ils sont morts pour moi. June est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis finalement elle a soupiré et secoué la tête. Mais ce n'était pas une déception, c'était de la compréhension. Je ne te blâme pas, a-t-elle dit lentement. Je les plains simplement. Ils ont eu le meilleur fils qu'ils pouvaient demander et n'ont jamais su comment l'apprécier. Je n'ai pas répondu, je n'ai fait que regarder mes mains, les mains qui m'avaient ramené lorsque les personnes qui auraient dû le faire m'avaient abandonné. 2 ans se sont écoulés. Je suis toujours dans mon atelier, travaillant jour après jour, heure après heure. Mes mains ne sont pas aussi fortes qu'avant, mais elles peuvent toujours tenir un ciseau et sculpter des morceaux de bois, ce dont je suis fier. Rusty est plus âgé maintenant, plus lent, mais il reste à mes côtés, aussi fidèle que jamais. Et June, la seule personne qui ne m'a jamais abandonné, passe toujours chaque matin, apportant du café et partageant les dernières nouvelles de la ville. Elle est la seule famille qu'il me reste. Parfois, tard dans la nuit, lorsque je suis assis seul dans l'atelier, la scie silencieuse, la lumière jaune chaude projetant des ombres sur mon établi, je pense à eux, mes parents, Liam. Je me demande, vont-ils bien? Vivent-ils bien? Pensent-ils jamais à moi? Il y a eu des moments où j'ai cherché mon téléphone, un seul appel, un seul message, serait ceci difficile? Mais l'instinct et la raison me ramènent en arrière. Je me souviens de la nuit où je les ai suppliés de m'aider pendant qu'ils levaient leur verre pour célébrer Liam. Je me souviens des fois où ils sont revenus, non pas pour demander comment j'allais, mais pour demander de l'argent pour leur enfant chéri. Je me souviens de la maison qu'ils ont mise au jeu pour Liam, pour finalement tout perdre. Certaines blessures ne guérissent jamais, certaines choses, une fois perdues, ne peuvent jamais être restaurées. Je reste donc silencieux. Ai-je été trop froid, ou est-ce que je me protège simplement? Qu'en pensez-vous? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime et de la partager afin que plus de personnes puissent l'entendre. Merci de regarder. À bientôt pour la prochaine histoire.